Six chanteurs qu'Elvis Presley détestait réellement et qui vont vous surprendre. Elvis Presley est né. Elvis Aaron Presley le 8 janvier 1935 à Tupelo, Mississippi, de Vernon et Gladys Presley. De ses humbles débuts, dans une modeste maison de 2 pièces, la vie d'Elvis allait se transformer l'une des carrières les plus extraordinaires et influentes de l'histoire de la musique. Son enfance a été marquée par la profonde influence de la musique gospel, des hymnes spirituels et des riches traditions de la country et du blues qui l'entouraient dans le sud des États-Unis. Ses premières expositions musicales ont joué un rôle crucial dans la formation de son son unique, une fusion de rythmes, de soul, de gospel et de country qui allait plus tard captiver le monde. L'ascension d'Elvis vers la gloire a commencé au milieu des années 1950 lorsqu'il a enregistré son premier single That's All Right au Sun Studio à Memphis, Tennessee. Cet enregistrement, qui mélangeait le blues et la country d'une manière totalement nouvelle, a immédiatement attiré l'attention du public et a marqué la naissance d'une révolution culturelle. Quelques années, Presley était devenu un nom familier. Ses performances énergiques, sa présence scénique charismatique et ses mouvements de hanches caractéristiques ont établi la norme pour le rock'n'roll moderne. Les apparitions télévisées dans des émissions comme le Ed Sullivan Show ont fait découvrir Elvis à des millions d'Américains, dont beaucoup étaient fascinés par sa combinaison magnétique de voix, de rythme et d'expression physique. Les critiques et les parents étaient divisés. Certains le considéraient comme une force révolutionnaire défiant les normes sociales, tandis que d'autres étaient scandalisés par son style de danse provocateur. Mais quelle que soit l'opinion, la popularité d'Elvis a grimpé flèche, cimentant son statut d'icône. Tout au long des années 1960, Elvis a étendu son influence au-delà de la musique au cinéma, jouant dans plus de 30 films tels que Jailhouse Rock, Love Me Tender et Blue Hawaii. Bien que ces films aient souvent mis valeur ses talents de chanteur et son charme à l'écran, ils ont également contribué à élargir son attrait auprès d'un public mondial, le transformant une superstar internationale. Malgré la nature commerciale de nombre de ses films, Elvis est resté profondément passionné par la musique, continuant à sortir des singles et des albums à succès qui ont trouvé un écho auprès des fans de tous âges. Son comeback spécial de 1968, un événement télévisé présentant une performance brute et intime, a rappelé au monde ses extraordinaires capacités vocales et sa présence scénique électrisante, consolidant sa pertinence durable dans une industrie musicale évolution rapide. Musicalement, l'héritage d'Elvis est sans égal. Il a été le pionnier d'un son qui a remodelé la musique populaire et influencé des générations d'artistes dans tous les genres, du rock à la country passant par la pop et la soul. Des chansons comme Hound Dog, Suspicious Minds et Can't Help Falling in Love restent des classiques intemporels, illustrant son remarquable registre vocal, sa puissance émotionnelle et sa capacité à transmettre des expériences humaines universelles à travers la musique. Son courage artistique a brisé les barrières de la race et du genre de la faisant découvrir à un public plus large les rythmes de la musique afro-américaine et défiant les frontières de la culture dominante. L'impact d'Elvis a été si profond que des décennies après sa mort, les musiciens contemporains continuent de le citer comme une influence majeure, garantissant que son esprit artistique perdure dans d'innombrables interprétations et performances dans le monde entier. Le 1er mai 1967, Elvis Presley, déjà une icône internationale de la musique dont la renommée avait transformé la culture populaire, épousa Priscilla Bollé lors d'une cérémonie qui se déroula à l'hôtel Aladdin à Las Vegas, Nevada. Le mariage fut un événement très médiatisé qui attira l'attention des médias, captivant la fascination des fans du monde entier qui avaient suivi l'ascension fulgurante d'Elvis vers la gloire depuis les années 1950. Priscilla, qui avait rencontré Elvis à l'âge de 14 ans alors qu'il était post-Allemagne avec l'armée américaine, n'avait que 21 ans au moment de leur mariage, tandis qu'Elvis avait 32. Leur union symbolisait la fusion de deux mondes très différents.
La jeune femme issue d'un milieu bourgeois plus conventionnel et la superstar mondiale dont la vie était constamment soumise à l'attention du public. Malgré le glamour extérieur et l'apparente nature de conte de fées du mariage, il a également été marqué par des défis, notamment les pressions de la célébrité, l'intense attention des médias et les difficultés à maintenir une relation dans le monde souvent isolé de la célébrité. Après près de 6 ans ensemble, ces pressions ainsi que les différences personnelles et les contraintes de la carrière exigeante d'Elvis ont conduit à leur divorce janvier 1973, mettant fin à un mariage qui avait captivé l'imagination du public mais avait lutté privé. Lisa Marie Presley, la seule enfant d'Elvis et Priscilla, est née le 1er février 1968, ajoutant une nouvelle dimension à la vie d'Elvis. Sa naissance a apporté une immense joie aux deux parents et a donné à Elvis un nouveau sens des responsabilités au milieu du tourbillon de la célébrité qui avait défini une grande partie de sa vie d'adulte. Lisa Marie allait grandir entourée de l'héritage de la carrière monumentale de son père, vivant dans l'ombre de l'un des musiciens les plus célèbres de l'histoire, tout naviguant dans sa propre identité. Suivant les traces de son père, Lisa Marie a finalement poursuivi une carrière dans la musique, sortant des albums qui reflétaient son propre style, mais qui, inévitablement, établissaient des comparaisons avec Elvis. Son parcours tant que chanteuse, mère et personnalité publique a été intimement lié au récit plus large de l'influence de son père, tant sur le plan musical que culturel, cimentant l'impact continu de la famille Presley sur la culture pop américaine. Après le divorce, les difficultés personnelles d'Elvis sont devenues plus prononcées, particulier avec sa consommation de médicaments sur ordonnance. Sa dépendance à une variété de médicaments, y compris des sédatifs, des stimulants et des analgésiques, s'est aggravée après la fin de son mariage, contribuant à une détérioration physique et émotionnelle. Les pressions exercées pour maintenir sa carrière, associées au bilan émotionnel des pertes personnelles et aux attentes croissantes du public, ont intensifié sa dépendance aux drogues. Cette dépendance a affecté ses performances, son comportement et sa santé, jetant une ombre sur les dernières années de sa vie. Malgré ces difficultés, Elvis a continué à se produire et à enregistrer, démontrant à la fois sa résilience et la mesure dans laquelle sa musique a été, et resté au centre de son identité, même s'il luttait privé contre les conséquences de la toxicomanie. Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, s'est largement reconnu pour sa musique novatrice, sa présence scénique magnétique et son influence durable sur la culture populaire. Pourtant, malgré son statut légendaire, Elvis n'était pas à l'abri des aversions personnelles lorsqu'il s'agissait de ses pairs dans l'industrie de la musique. Alors que beaucoup supposent qu'il admirait la plupart des chanteurs de son époque, certains interprètes ont suscité son dédain manifeste. Voici 6 chanteurs qu'Elvis ne pouvait apparemment pas supporter, et ses commentaires candides à leur sujet vous surprendront. Pat Boone Elvis avait une relation compliquée avec Pat Boone. Alors que Boone a repris de nombreuses chansons interprétées à l'origine par des artistes afro-américains, y compris certaines qu'Elvis aimait, Elvis estimait apparemment que Boone édulcorait la musique et manquait d'authenticité. Il a dit un jour « Boone est trop propre, trop poli. Il chante bien, mais il n'y a pas d'âme, pas de vrai sentiment dans ce qu'il fait. » Elvis appréciait l'émotion brute et l'énergie dans l'interprétation, et le style lisse et aseptisé de Boone tranchait avec ses propres idéaux musicaux. Cette aversion n'était pas enracinée dans une animosité personnelle, mais plutôt dans des principes artistiques. Elvis croyait que la musique devait frapper les auditeurs au ventre, pas seulement leurs oreilles, Frank Sinatra. Elvis a d'abord idolâtré Sinatra, mais avec le temps, il a été frustré par les critiques du crooner plus âgé à l'égard du rock'n'roll. Sinatra a notamment qualifié la musique rock de sauvage et sans inspiration, ce qui aurait rendu Elvis furieux. Presley aurait dit « Sinatra se comporte comme s'il avait inventé le chant. Il n'a aucune idée de ce que signifie vraiment se connecter avec les gens. » La tension entre leur philosophie musicale, un choc entre la pop traditionnelle et le rock rebelle, a rendu Elvis méfiant à l'égard de Sinatra malgré un respect professionnel mutuel. Tom Jones. Le style vocal puissant et impétueux de Tom Jones a également suscité la critique d'Elvis,
Presley estimait apparemment que Jones s'appuyait trop sur le théâtre vocal plutôt que sur une expression émotionnelle authentique. Selon certains témoignages, Elvis a dit de Jones qu'il était bruyant et impressionnant, mais qu'il n'y avait pas de cœur derrière cela. Il n'est que spectacle, pas d'âme. Pour Elvis, la performance était une question d'authenticité, de vulnérabilité et de connexion. Un chanteur pouvait avoir une brillance technique, mais sans émotion réelle, Presley trouvait cela creux. Johnny Cash. Il pourrait surprendre plus d'un d'apprendre qu'Elvis avait des problèmes avec Johnny Cash. Les deux icônes partageaient des racines dans la musique country et gospel, mais leurs personnalités s'affrontaient. Elvis estimait apparemment que Cash pouvait être trop sombre et lunatique, voire taciturne dans sa musique et son comportement. Il aurait commenté « Cash est trop sérieux, la vie est courte, la musique devrait vous faire ressentir quelque chose, pas vous accabler ». Bien que Presley respectait le talent de Cash, il trouvait que le ton sombre du chanteur était incompatible avec son propre style de performance énergique et joyeuse. Louis C. Armstrong Elvis admirait immensément le talent d'Armstrong. Pourtant, il avait apparemment des réserves sur la façon dont certains de ses contemporains louaient Armstrong dans des contextes qu'Elvis trouvait peu sincères. Presley aurait dit « Armstrong peut souffler dans cette trompette comme personne d'autre, mais les gens prétendent pas prétendent qu'ils le comprennent et ce n'est pas le cas. Il s'agissait moins d'une « I mommy » d'une haine d'Armstrong lui-même que d'un dédain pour l'admiration démonstrative de l'industrie. Elvis accordait avant tout de l'importance à l'honnêteté et à l'art, et il pouvait être très critique lorsqu'il sentait que les gens simulaient leur appréciation. Jerry Lee Lewis était un autre chanteur qui s'opposait à Elvis sur les plans personnels et professionnels. Presley aurait dit « Lewis est sauvage, bien sûr, mais parfois sauvage pour le plaisir d'être sauvage. Cela ne fait pas toujours de la bonne musique. » Les deux partageaient une énergie musicale similaire. Pourtant, Elvis considérait certaines des pitreries de Lewis, sur scène et dehors, comme excessives ou distrayantes, bien que Presley admirait le talent. Il préférait qu'il soit canalisé avec une certaine discipline et un certain but. Les opinions d'Elvis Presley sur ses collègues artistes révèlent son intense dévouement à l'authenticité dans la musique. Il pouvait admirer le talent tout critiquant ce qu'il percevait comme des lacunes artistiques. Ces 6 chanteurs, Pat Boone, Frank Sinatra, Tom Jones, Johnny Cash, Louis Armstrong et Jerry Lee Lewis, représentent un éventail de genres et de styles. Pourtant, chacun d'eux n'a pas réussi, d'une manière ou d'une autre, à s'aligner sur la vision personnelle du roi de ce que la musique devrait être, pleine d'âme, honnête et profondément ressentie. Le jour où Elvis Presley est tragiquement décédé, une autopsie a été pratiquée immédiatement, dans le but de déterminer la cause précise de sa mort prématurée. L'examinateur médical de Memphis, Jerry Francisco, s'exprimant publiquement alors que l'autopsie était encore court, a fait une déclaration qui allait devenir très controversée. Il a annoncé que la cause immédiate du décès était un arrêt cardiaque et a déclaré avec force que les drogues n'avaient joué aucun rôle dans la mort de Presley. À l'époque, ces paroles ont été interprétées par certains comme une tentative de préserver l'image publique de Presley ou de dissimuler les détails de ses luttes personnelles. Cependant, comme des enquêtes et des analyses ultérieures allaient le révéler, cette déclaration initiale ne correspondait pas aux preuves émanant de l'autopsie et des résultats de laboratoire. L'historien de la musique et biographe de Presley, Peter Guralnick, a souligné plus tard que, contrairement à l'affirmation de Francisco, la consommation de drogue était fortement impliquée dans la mort de Presley. La complexité de la situation est devenue apparente lorsque les pathologistes effectuant l'autopsie ont supposé qu'Elvis avait peut-être subi un choc anaphylactique déclenché par des comprimés de codéine qu'il avait reçus de son dentiste. Ce détail était particulièrement alarmant car Presley était connu pour avoir une légère allergie à la codéine, ce qui a soulevé la possibilité que même les médicaments prescrits auraient pu avoir des conséquences fatales, combinaison avec son état de santé général. 2 mois après l'autopsie, les rapports de laboratoire détaillés
ont dressé un tableau bien plus sombre. Ces rapports ont révélé que le corps de Presley contenait une quantité stupéfiante de substances pharmaceutiques. Une analyse documentant 14 médicaments dans le système d'Elvis, dont 10 quantités significatives. Le concept de polypharmacie, c'est-à-dire l'utilisation simultanée de plusieurs médicaments, a été fortement suggéré comme étant le principal facteur de son décès, soulignant l'interaction dangereuse des médicaments sur ordonnance et les vulnérabilités d'un corps déjà fragile. 1969, Cyril Wett, un pathologiste légiste respecté, avait examiné toutes les preuves disponibles et conclut que la combinaison de dépresseurs, des médicaments qui ralentissent le système nerveux central, avait entraîné la mort accidentelle de Presley. Ce point de vue a été repris, avec des nuances, par l'historien et pathologiste légiste Michael Baden, qui a décrit la mort de Presley comme complexe. Bauden a expliqué que, bien qu'Elvis ait vécu avec un cœur hypertrophié pendant de nombreuses années, ce qui le rendait particulièrement susceptible aux problèmes cardiovasculaires, la présence d'une consommation de drogue à long terme a considérablement augmenté le risque d'un événement fatal. Il a également noté que le diagnostic de l'état de Presley était intrinsèquement difficile et impliquait fin de compte un certain degré de jugement clinique, reflétant la nature complexe et multiforme de ses problèmes de santé. Au-delà des circonstances immédiates de sa mort, une dissection méticuleuse du corps d'Elvis a permis de mieux comprendre ses problèmes de santé chroniques. L'autopsie a confirmé que Presley souffrait depuis des années de plusieurs problèmes médicaux graves, notamment le diabète, qui auraient eu un impact sur son métabolisme et sa fonction cardiovasculaire. Un glaucome, qui affectait sa vision, et aurait pu contribuer à un inconfort ou un stress chronique et une constipation persistante, une condition souvent exacerbée par l'utilisation prolongée de certains médicaments. Au fur et à mesure que les pathologistes poursuivaient leur examen, ils ont trouvé des preuves claires que le corps de Presley avait été constamment exposé à un régime lourd et prolongé de médicaments pendant de nombreuses années. Les dossiers hospitaliers ont corroboré ces conclusions, documentant de multiples admissions pour désintoxication et traitement à la méthadone, indiquant que Presley avait tenté à plusieurs reprises de gérer ou d'atténuer sa dépendance aux médicaments sur ordonnance. Ces dossiers dressent le portrait d'un homme pris dans un cycle implacable, luttant contre une maladie chronique, comptant sur des médicaments puissants pour se soulager et succombant finalement aux conséquences dangereuses de la polypharmacie à long terme.